L'affront de Poutine n'a pas de limite. Ça n'a échappé à personne. Zelensky a annoncé que l'Ukraine acceptait la proposition américaine d'une trêve de 30 jours. Mais le maître du Kremlin ne s'est pas donné la peine de répondre. Pire encore, il est carrément allé visiter le front à Koursk en plein territoire russe, de surcroît en reprenant les codes du président ukrainien en portant l'habit militaire. En visite à Koursk, en uniforme militaire, Poutine ordonne à son armée de libérer complètement la région des forces ukrainiennes. Le message, il s'adresse à la fois à Washington et à Kiev. Poutine seul décide du tempo. Ni Trump ni Zelensky ne contrôlent la situation et ne sont en mesure d'imposer un accord de cessez-le-feu, même temporaire. Un cessez-le-feu temporaire donnerait un répit à l'Ukraine, affirme le Kremlin. La Russie considérera comme un conflit armé direct le déploiement de soldats de la paix européens en Ukraine. Et comment est-il arrivé à cette conclusion ? Eh bah, parce qu'il peut compter sur l'aide d'une taupe au sein du bureau ovale de la Maison Blanche. Qui ça ? Eh bah, le président américain, bien sûr. Alors d'accord, on caricature, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La stratégie envers l'Ukraine de pression maximale du président Trump semble être en train de porter ses premiers fruits. L'effondrement total du front ukrainien à Koursk. Évidemment, c'est un cadeau précieux pour Vladimir Poutine. Un de plus. Croyez-moi, ça me désole de vous dire ça, mais les nouvelles qui nous arrivent d'Ukraine, eh ben, elles sont pas très bonnes. Ces derniers jours, l'armée russe, appuyée par des troupes nord-coréennes, a lancé une offensive majeure à Koursk. Offensive qui semble pointer vers une victoire de la Russie. La situation est telle qu'on se rapproche probablement de la fin de l'incursion des troupes ukrainiennes en territoire russe. Alors, pourquoi j'estime que Trump en est grandement responsable? Eh bien tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Trump a coupé toute assistance à l'Ukraine durant une semaine entière. Alors même si, face au tollé, il a réactivé depuis, le coup porté à la crédibilité politique des États-Unis est très important. Pendant une semaine, l'Ukraine a dû adapter toute sa stratégie militaire pour absorber l'interruption des livraisons américaines d'équipements et de munitions. On parle ici d'approvisionnement militaire absolument essentiel pour l'armée de Zelensky. Des fournitures comme les obus de 155 mm par exemple, que les Ukrainiens doivent aujourd'hui rationner encore davantage au point qu'ils sont devenus incapables d'employer le volume de munitions nécessaire pour stopper l'offensive russo-nord-coréenne. Bien sûr, tout ça ne concerne pas uniquement les obusiers et le soutien militaire direct. L'accès aux renseignements, aux informations stratégiques, aux données de surveillance des opérations russes, voire aux images satellitaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en suspendant cette aide, Trump a laissé les soldats ukrainiens à Koursk dans le noir complet. Une situation dont Moscou s'est évidemment empressé de profiter. Alors comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Eh bien en mettant tout ce qu'ils avaient sur la table et en lançant une offensive massive. D'ailleurs, le président américain lui-même le reconnaît. Mais vous savez quoi? Plutôt que de vous l'expliquer moi-même, écoutons directement ce que lui en dit. Mr. President thinks that Vladimir Putin is taking advantage of the US pause right now on intelligence and military aid to Ukraine. No, I actually think he's doing what anybody else would do. Donald Trump cherche à conclure rapidement un accord de paix. Et la solution la plus simple pour y parvenir, c'est de pousser la partie la plus faible, ou celle qui dépend de l'aide extérieure, à céder, à renoncer et à accepter toutes les conditions imposées par l'ennemi. Seulement, voilà, après ça, rien ne dit que cette paix aura le moindre rapport avec une similiforme de justice, ni même qu'elle soit réellement souhaitable du point de vue de la politique internationale. Quant à prétendre que c'est la seule solution possible, eh ben, permettez-moi d'en douter. Mais qu'importe, c'est effectivement la manière la plus simple et la plus rapide de parvenir à un accord de paix. Et encore une fois, vous contentez pas de me croire sur parole. Écoutons plutôt ce qu'en dit Donald Trump en personne. I don't know that they want to settle. If they don't want to settle, we're out of there because we want them to settle. And I'm doing it to stop death. Alors je vous prie de bien vouloir me croire. J'aurais préféré vous raconter une toute autre histoire. Mais chez Diplo, on a un devoir de vérité. L'échec de l'armée ukrainienne sur le front de Koursk représente un sérieux revers pour l'Ukraine. Un revers de plus après ce qu'elle a subi ces derniers jours. Alors attention, parce que c'est pas forcément parce que Koursk est un emplacement particulièrement stratégique sur le plan militaire, ni parce que ça entraînera nécessairement l'effondrement total des lignes ukrainiennes. Mais c'est surtout un coup très dur au niveau symbolique. Koursk représentait l'une des cartes maîtresses que l'Ukraine détenait pour négocier dans ce conflit. Aujourd'hui, il semblerait qu'elle vienne malheureusement de perdre cette précieuse carte. Mais attention à ne pas mal interpréter nos propos. Cette victoire russe, les Ukrainiens l'ont fait payer très cher à Moscou. Le raid ukrainien sur Koursk, lancé par surprise au petit matin du 6 août 2024, a contraint le Kremlin à fournir un effort gigantesque, l'obligeant même à relâcher la pression exercée sur d'autres parties du front situées en territoires ukrainiens. Pour Vladimir Poutine, cette première incursion militaire en territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale était une véritable humiliation, mettant à mal son image de contrôle et de puissance. Disons-le clairement, l'offensive de Koursk a exposé ses propres faiblesses tout en offrant aux Ukrainiens une puissante monnaie d'échange diplomatique. Ainsi, pour stopper cette
incursion et reprendre autant de terrain que possible, Poutine a commencé à détourner massivement ses ressources d'autres fronts presque gelés, ou du moins bien plus stagnants. Depuis l'été dernier donc, c'est clairement cette incursion terrestre en territoire russe qui a constitué l'épicentre des combats, les Ukrainiens s'étant intelligemment emparés de positions plus faciles à défendre. Résultat, les Russes ont dû concentrer là-bas énormément de troupes, la plupart de leurs frappes de drones, une force d'artillerie très conséquente, une implication aérienne importante, ainsi que quelques 12 000 soldats nord-coréens venus prêter main forte. De ce point de vue, une partie des objectifs ukrainiens du raid de Koursk a bel et bien été atteinte. À Kiev, on a réussi à soulager d'autres fronts sous pression. Mais c'est pas tout. C'est vrai, nous ne pouvons pas les arrêter. Ils avancent par vagues de 50 Nord-Coréens pendant que nous n'avons que 6 hommes sur nos positions. Major Oleksiy déployé dans une unité de communication dans la région. Les Russes ont certes avancé intensément, mais ils ont dû pour cela encaisser des pertes très lourdes. Alors on va être très clair, Koursk est devenu l'un des fronts avec le rapport de perte le plus favorable à l'armée ukrainienne. Pour vous faire une idée, pour chaque soldat ukrainien tombé au combat, on estime qu'au moins 3 soldats russes ou nord-coréens y auraient perdu la vie. Selon les estimations du renseignement occidental, on pourrait parler de plus de 4000 militaires russes ou nord-coréens tués rien que sur ce front. L'offensive de Koursk était un pari risqué, une opération audacieuse qui a pris le Kremlin totalement au dépourvu et a capté l'attention du monde entier. Et aujourd'hui encore, les experts militaires sont profondément divisés. Est-ce qu'il s'agit d'une opération réussie ayant atteint ses objectifs ou bien d'une erreur stratégique monumentale? Pour ses partisans, l'incursion ukrainienne sur le sol russe a permis de détourner l'attention d'autres fronts fortement touchés, démontrait que les craintes d'une escalade nucléaire étaient exagérées, améliorait le moral national et fournit aux Ukrainiens une précieuse monnaie d'échange diplomatique. En revanche, pour ses détracteurs, cette opération a impliqué de consommer des ressources déjà limitées dans une offensive qui ne pouvait raisonnablement pas aller beaucoup plus loin. Dans tous les cas, une chose est claire, cette incursion a permis à l'Ukraine de stabiliser d'autres fronts de guerre. Évidemment, le manque crucial de soutien militaire ces derniers mois, ainsi que la coupure totale des aides décrétées par Trump, il y a quelques jours seulement, ont fini par porter un coup fatal aux efforts ukrainiens. Et vous savez quoi? Il y a 80 ans, à l'été 1943, se déroulait précisément à Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Un événement qui allait constituer un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. La grande inquiétude désormais, c'est qu'aujourd'hui encore, 8 décennies plus tard, cette bataille devienne à nouveau un tournant dramatique. Et cette crainte est tellement importante que le sénateur républicain Lindsey Graham, en personne, s'est empressé d'appeler au rétablissement immédiat de la coopération et de l'assistance militaire envers les forces ukrainiennes. Jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, je donnerai à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin en termes de renseignements et d'armes pour se défendre. Une pause dans l'aide américaine à l'Ukraine pourrait être pire que l'Afghanistan. Sénateur Lindsey Graham. Rappelez-vous que Lindsey Graham est l'un des plus grands courtisans de Trump, au point d'avoir réclamé la démission de Zelensky après leur raccrochage dans le bureau ovale. Et il a fait ça malgré le fait que, quelques jours plus tôt seulement, à Munich, il qualifiait le président ukrainien d'allié dont il a toujours rêvé. Mais bon, disons simplement que Graham est connu pour son double discours habituel. Quoi qu'il en soit, Graham n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. De nombreux sénateurs républicains pro-ukrainiens et leur soutien au Congrès disent en privé que les choses sont allées beaucoup trop loin et que les États-Unis ne peuvent absolument pas se permettre de courir le risque de voir la résistance ukrainienne s'effondrer totalement. Cette inquiétude a fini par faire infléchir la position de Trump, qui a accepté de revenir en arrière, surtout sur la question du partage du renseignement avec l'Ukraine. Dans tous les cas, ces récents événements nous poussent chez Diplo à poser plusieurs questions incontournables. Alors pourquoi la décision prise par Trump s'est avérée être un très mauvais calcul pour les États-Unis? Et d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager, c'est très important pour le référencement, ça nous aide à aller de l'avant et surtout vous n'êtes que 20% à être abonnés. Donc les gens, s'il vous plaît, c'est très important, je vous le demande du fond du cœur, au nom de toute mon équipe, abonnez-vous. Donc restez très attentifs à ce qu'on va vous raconter dans les prochaines minutes parce que vous allez voir qu'en géopolitique, les décisions prises n'ont jamais seulement des conséquences militaires. À long terme, elles ont surtout des répercussions économiques majeures. Effondrement à Koursk. L'Ukraine semble avoir pris sa décision. La violente offensive russo-nord-coréenne de ces derniers jours les pousse désormais à se retirer de la majeure partie de Koursk. Et c'est exactement ce que l'on constate depuis ces dernières heures. Après avoir vu ces lignes défensives céder, une retraite imminente semble très proche. Alors on va être très clair, la suspension provisoire de l'aide militaire américaine ne signifie pas que l'Ukraine s'est soudainement retrouvée sans munitions ni matériel. Mais cela les a obligés à immédiatement prendre des décisions radicales. Par exemple, à rationner encore plus drastiquement leur consommation en artillerie et en munitions. Parce que, bien sûr,
sûr, quand on ne sait pas ce qu'on va recevoir le lendemain, vaut mieux éviter de vider complètement ses arsenaux d'aujourd'hui. Et rappelons que jusqu'au moment de l'annonce de la suspension de l'aide américaine, les États-Unis représentaient plus de la moitié des livraisons étrangères d'obus d'artillerie de 155 mm destinés à l'Ukraine. Concrètement, ça signifie que ces approvisionnements déjà très limités ont brutalement chuté de plus de 50%, en tout cas selon les estimations de l'armée ukrainienne, durant toute la durée de la suspension de l'aide américaine. Même constat du côté de la défense anti-aérienne. Durant une semaine, les Ukrainiens ont été contraints de réaliser des choix déchirants. Ils ont dû décider quels missiles russes ils pourraient intercepter. Ça veut dire qu'ils ont dû laisser passer beaucoup plus de missiles, même si c'était les populations civiles qui étaient ciblées. Par ailleurs, ils ont aussi dû rationaliser au maximum la maintenance de leurs équipements et la gestion de leurs pièces de rechange, leur obligeant à réduire fortement leur intensité d'utilisation. Donc oui, sous tous ces aspects-là, la décision de Trump a eu un effet immédiat. Même si les arsenaux ne se vident pas instantanément, la nature même de cette guerre a changé à l'instant même que Washington a annoncé la terrible nouvelle. D'autant plus quand on considère que la suspension du renseignement et de l'accès aux imageries satellites de précision a significativement affecté l'efficacité des frappes ukrainiennes. Les États-Unis suspendent l'accès de l'Ukraine aux images satellites. L'Ukraine utilise cette technologie pour suivre les mouvements des troupes russes et évaluer les dégâts causés aux infrastructures. En clair, l'Ukraine a provisoirement perdu une capacité essentielle, celle de suivre précisément les mouvements majeurs des troupes russes sur le front, mais aussi celle de localiser leurs lignes de ravitaillement, leurs dépôts de carburant et leurs arsenaux. Et c'est pas tout, ils ont aussi perdu leur capacité à repérer précisément des cibles à longue distance afin de les frapper de manière chirurgicale avec des armes de haute précision, parce que ces armes nécessitent une géolocalisation très exacte, chose que les Ukrainiens obtenaient jusqu'ici grâce aux satellites américains, une capacité essentielle qui a provisoirement disparu. En résumé, du jour au lendemain, l'armée ukrainienne s'est retrouvée d'un coup fortement handicapée. Les troupes ukrainiennes évoluaient dans le noir. Je n'ai jamais vu une chose pareille en presque 35 ans de carrière. Arrêter le soutien en matière de renseignement pour un objectif politique afin de forcer un partenaire comme l'Ukraine à se plier aux exigences d'une administration. John Brennan, ancien directeur de la CIA. La Russie utilise des missiles et des armes provenant du monde entier, de la Corée du Nord à l'Iran, pour tirer dans toutes les directions vers l'Ukraine. Cependant, nous avons limité l'Ukraine dans l'utilisation de nos armes pour riposter. Philip Breedlove, général de l'armée de l'air à la retraite. Et c'est précisément pour cette raison que, face à l'offensive extrêmement féroce de la Russie, la décision logique pour l'Ukraine était de reculer, ce qu'elle a fait, indépendamment de la décision de Trump de rétablir in fine l'aide américaine. Alors même si Washington coupe l'aide encore une fois, la situation n'est pas si désespérée pour les Ukrainiens. L'Ukraine possède encore suffisamment de ressources pour s'imposer dans une éventuelle négociation, à condition que certaines circonstances soient réunies, plutôt à condition que ses autres alliés prennent leur rôle au sérieux à ce moment crucial. Si tel est le cas, Poutine pourra certes encore faire quelques avancées, mais elles seront très probablement limitées. N'oublions pas que la Russie a fourni un effort titanesque au cours de cette dernière année. Les pertes russes ont été énormes. À l'heure actuelle, leurs effectifs sont également en baisse, avec de nombreux soldats de remplacement ayant peu d'expérience sur le front. Au cours de cette période, l'armée russe est passée d'une armée intensive en équipement lourd à une force bien plus légère. En d'autres termes, ils ont été forcés de troquer leurs tanks contre des jeeps. Et le fait qu'ils aient dû faire appel à des troupes nord-coréennes n'est certainement pas une démonstration de force. Aujourd'hui, le seul domaine dans lequel la Russie conserve une avance claire, c'est la production de munitions, notamment pour son artillerie. Et vous savez quoi? C'est non seulement un problème, mais aussi un échec évident de la part des pays européens qui ont eu 3 longues années pour se préparer et changer cette situation. Mais pourtant, ils n'ont rien fait. En tout cas, pratiquement rien. Cette erreur, elle ne peut pas se reproduire. La bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, les Européens semblent avoir tiré les leçons de leurs erreurs. Le chef de l'UE dévoile un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Alors, quelle est exactement la situation de l'Ukraine? Est-elle aussi catastrophique que Donald Trump le prétend? Non. Mais analysons cela plus en détail. Premièrement, au cours de ces derniers mois, l'Ukraine a réussi à stabiliser la plupart de ses fronts. Ses soldats ont ainsi pu bénéficier d'un certain répit. Pas de beaucoup certes, mais leur situation semble quand même meilleure qu'elle ne l'était il y a quelques temps. Deuxièmement, son industrie militaire continue de se développer grâce au financement de ses autres alliés. Ça permet à l'Ukraine de couvrir de plus en plus ses besoins en matériel de guerre. Certes, elle est encore loin d'être autosuffisante, mais on estime que sa production industrielle pourrait déjà dépasser les 20 milliards de dollars par an. Dans certains domaines comme celui des drones, les progrès sont particulièrement rapides. En effet, l'utilisation massive de drones transforme tout avancée de l'infanterie russe en véritable carnage. C'est ce qu'on appelle le nouveau concept tactique des lignes successives de drones. Au total, on estime aujourd'hui que l'Ukraine produit localement environ la moitié de toutes les armes qu'elle consomme.
Nous ne sommes plus en 2022. Notre résistance est aujourd'hui plus forte. Nous avons les moyens de nous défendre. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Troisièmement, le soutien militaire de l'Europe pourrait fortement augmenter, non seulement dans les semaines à venir, mais surtout dans les prochains mois et années. Suite aux récents développements sur le front de Koursk, Zelensky a confirmé la mise en place de plusieurs nouveaux paquets d'aide militaire urgente. Un venant de la Pologne, un autre de l'Allemagne, un de la France, ainsi que d'autres provenant de plusieurs pays nordiques et baltes. La Suède, la Norvège et les pays baltes promettent une nouvelle aide pour l'effort de guerre de l'Ukraine. Bon, ok, je sais ce que beaucoup d'entre vous doivent probablement penser. Mais attendez une seconde, Sancho. Avec tout ce qu'on vient de voir, oui, les Ukrainiens peuvent peut-être résister et ralentir les avancées russes, mais ils vont pas réussir à mettre fin à la guerre. Alors quel est le but derrière tout ça? Eh ben, il y a quelque chose de très important à comprendre. L'Ukraine sait qu'un accord de paix où elle est forcée d'accepter toutes les concessions ne suffira pas, peu importe à quel point la Maison-Blanche pourrait vouloir un tel scénario. À Kiev, ils savent très bien que si cela arrivait, ils seraient trahis tôt ou tard. Alors pourquoi? Eh ben parce que Moscou présenterait cela comme une victoire écrasante et le moral des Ukrainiens serait complètement anéanti. Réfléchissez une seconde. À quoi aurait servi leur résistance acharnée? À quoi aurait servi un effort aussi colossal avec des centaines de milliers de morts? C'est précisément pourquoi l'Ukraine doit avoir du poids à la table des négociations. Et cela vaut aussi bien vis-à-vis de Moscou que, et c'est très important, vis-à-vis de Washington. L'Ukraine doit également obtenir quelque chose de tangible lors de ces négociations, de véritables garanties de sécurité afin de démontrer aux Européens que, avec leur aide, l'Ukraine pourrait devenir un pilier essentiel pour la sécurité de tout le continent. Sans cela, il est possible que peu importe l'accord signé aujourd'hui, la guerre devienne une réalité à nouveau dans très peu de temps. Et à ce moment-là, ils vont faire face à une Russie regonflée avec beaucoup plus d'expérience de combat. Et n'oubliez pas ce qu'on vous a déjà expliqué dans plusieurs vidéos. La Russie n'honore jamais ses accords. Ainsi, si l'Ukraine n'arrive pas à sécuriser pleinement son avenir dans ces négociations, alors elle n'aura tout simplement pas de futur. C'est quelque chose que tout le monde à Kiev a parfaitement compris. Donc la vraie question, c'est comment y parvenir? Le plus important, c'est d'avoir une alternative à la reddition pure et simple. Ils ne peuvent pas céder, peu importe à quel point Donald Trump insiste. Une telle décision serait une erreur stratégique historique. Mais attendez une seconde, parce que l'histoire elle s'arrête pas là. Avec tout ce chaos politico-militaire déclenché par Donald Trump, une question cruciale a émergé. Une question qui pourrait à jamais transformer notre compréhension de la sécurité internationale. Les amis, je parle ici de la relation avec le complexe militaro-industriel américain. Permettez-moi de vous expliquer. Donald Trump a brusquement coupé l'assistance militaire à un pays allié. Et il l'a fait pour poursuivre ses propres objectifs politiques. Et ici, qu'importe le caractère provisoire, la charge symbolique de cette interruption temporaire est trop lourde comme pour que l'on puisse l'ignorer. En agissant ainsi, il n'a pas seulement arrêté la livraison de munitions et d'équipements, il a aussi empêché l'accès à de nouveaux approvisionnements, même lorsqu'ils étaient prêts à les payer, comme par exemple les F-16, et il a coupé les systèmes de renseignement et de communication militaire. Et naturellement, c'est plus seulement une question qui concerne l'Ukraine. Par exemple, il y a plein d'armes européennes avancées qui dépendent des systèmes américains pour frapper leurs cibles avec précision. Jusqu'à présent, c'était perçu comme quelque chose de totalement normal. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Si Washington l'a fait à l'Ukraine, est-ce qu'il pourrait pas en faire autant à d'autres alliés à l'avenir? Est-ce qu'il pourrait pas les aveugler ou même, comme certains le craignent, bloquer la livraison de nombreux équipements avancés tels que le F-35? Faites attention parce que ce n'est pas une plaisanterie. La décision soudaine de Trump a montré aux alliés des États-Unis que, lorsque le moment viendra, Washington pourrait bien bloquer ses propres armes pour les contraindre à accepter les conditions que l'oncle Sam jugera opportunes. Alors qu'est-ce que ça signifie? Déjà que continuer à fonctionner de cette manière, c'est une absurdité stratégique. Et attention parce que ça ne concerne pas uniquement l'Europe, mais aussi des pays comme la Corée du Sud, le Japon et pratiquement n'importe quel autre pays allié. Ils ne peuvent plus dépendre des capacités technologiques des États-Unis. S'ils veulent garantir leur sécurité, ils doivent développer leur propre système de combat. Et ça explique de nouvelles comme celle-ci, apparues dans le journal allemand Bild. Peur du bouton rouge de Trump, panique autour du F-35A. Une source interne prévient de la possibilité d'un kill switch, un mécanisme à distance pour désactiver les avions américains de haute technologie, même en cas de guerre. Et oui, d'accord, Bild est un média assez sensationnaliste, mais le fait est que l'idée fait son chemin, surtout après que Trump a également coupé l'assistance pour les F-16 destinés à l'Ukraine. Et devinez quoi? Ça pourrait représenter un coût majeur pour l'industrie militaire américaine. Une industrie qui vend pour plus de 300 milliards de dollars d'armes chaque année dans le monde. Et pourtant, aujourd'hui, ses plus grands clients, à savoir les gouvernements européens, se posent sérieusement la question. Est-il encore logique de continuer à acheter ces armes? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux avoir un avion de chasse légèrement moins performant, mais entièrement autonome, plutôt qu'un avion
un peu supérieure, mais contrôlée par Washington? La réponse semble assez évidente, n'est-ce pas? Et bah, ça s'applique aussi à toutes les technologies pouvant être considérées comme critiques. L'Europe cherche des alternatives à Starlink pour l'Ukraine. Vous voyez, Elon Musk a affirmé qu'il ne couperait pas Starlink, peu importe les circonstances, mais honnêtement, plus personne ne lui fait confiance. Elon Musk a saboté une attaque ukrainienne contre la flotte russe en Crimée en désactivant Starlink. Actuellement, plusieurs gouvernements ainsi que la Commission européenne travaillent avec 4 entreprises de satellites pour établir un service capable de devenir une alternative crédible à Starlink en cas de conflit. Ça pourrait conduire à un renforcement majeur de leur capacité au cours des prochaines années. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La France, par exemple, vient également d'annoncer qu'elle accélère sa production de défense à pleine vitesse. Elle se prépare à plus que doubler la production de chasseurs bombardiers Rafale, de missiles guidés, de systèmes anti-chars et de drones. Et tout ça, pourquoi? Eh ben, non seulement pour répondre à sa propre demande, mais aussi pour permettre aux autres pays européens de s'approvisionner chez elle. Des pays qui, par le passé, auraient probablement opté pour des achats auprès des États-Unis et qui, désormais, privilégierions probablement une production beaucoup plus locale. En réalisant son erreur, l'administration Trump a tenté de faire marche arrière. Mais la portée de son geste a déclenché une chaîne de réaction qui échappe à son contrôle. D'autant plus que l'effondrement total de l'Ukraine n'est pas à l'ordre du jour, même si la pression américaine a causé d'énormes dégâts, tant du point de vue humain, stratégique, diplomatique et économique. L'Occident n'a plus confiance dans le complexe militaro-industriel américain. Perso, je suis pas sûr que ça serve sa cause du Make America Great Again. Les gens, maintenant la question elle est pour vous. Est-ce que vous pensez que le soutien de l'Europe sera suffisant? Les gouvernements européens seront-ils capables de se mobiliser dans des délais raisonnables? Est-ce que vous croyez qu'en dépit de tout, l'Ukraine pourra atteindre ses objectifs? Laissez-nous vos avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner, à liker et à partager. Et nous, on vous dit à très bientôt pour plus de news. A ciao, bonsoir.